France 24, LCP, Public Sénat présente. Au lendemain de la confirmation de la commission von der Leyen II, et alors que l'Est de l'Europe est plus déstabilisé que jamais par les efforts de guerre hybride de la Russie, nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Maria Gabriel. Bonjour, nous sommes avec vous en duplex de Sofia. Vous êtes une Bulgare qui a officié dans toutes les institutions de l'Union européenne. Vous avez été 7 ans députée européenne, 5 ans commissaire européenne, dans la commission Juncker d'abord, et puis dans la commission von der Leyen I, chargée de l'innovation et de la jeunesse. Et puis vous êtes rentrée dans votre pays, Madame Gabriel, la Bulgarie, pour signer un accord entre votre parti de droite, le GERB, arrivé en tête, et l'opposition libérale pro-européenne pour partager le pouvoir, accord qui a volé en éclats, provoquant une nouvelle crise politique. Alors aujourd'hui, vous dirigez l'Institut Robert Schuman, le think tank du Parti populaire européen, la droite traditionnelle. Donc, avant de parler évidemment de votre pays et de l'Est de l'Europe, vous avez sûrement regardé avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé pour la commission von der Leyen II devant le Parlement européen le mercredi 27 novembre, un vote. Alors, le résultat est de 370 voix pour 282 contre. Cela semble a priori confortable, mais c'est la majorité la plus étroite de tous les temps, en vrai. Oui, en effet, j'ai suivi de près. En effet, forte d'une expérience qui me permet à la fois d'avoir un regard de comment fonctionne le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Aujourd'hui, justement, à cause de ce regard, j'ai une certaine perspicacité, c'est-à-dire de se rendre bien compte il y a énormément d'espoirs et d'attentes qui sont placés dans la nouvelle commission. C'est une commission qui affirme des ambitions, mais c'est aussi une commission qui doit, à ce moment-là, vu la diversité de la majorité du vote du 27 novembre, doit opérer avec beaucoup de minutie, si j'ose dire, en fonction des différents sujets. Les sensibilités politiques font en sorte que, en fonction des sujets, on pourrait s'attendre à ce que la majorité soit relativement flottante. Or, aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe a besoin d'une majorité stable, d'une majorité où chaque institution assume sa responsabilité de maintenir l'Europe unie face à tous ces défis qui nous entourent, mais aussi d'avoir une Europe qui répond clairement aux attentes des citoyens, tout comme de positionner l'Europe dans un monde de plus en plus en compétition. Finalement, un représentant du groupe des conservateurs et réformistes proche de Giorgia Meloni, donc beaucoup plus à droite que votre Parti populaire européen, pour la première fois accède à une vice-présidence de la Commission. Avec donc cette extrême droite, il y avait un cordon sanitaire jusqu'à présent. La gauche et une partie du centre reprochent donc d'avoir brisé ce cordon sanitaire. Qu'en est-il ? Moi, je pense que la commission est une commission qui doit prendre en considération les résultats des élections. Il est clair qu'au moment des élections européennes, les citoyens ont envoyé des messages et ils ont élu des gens. Donc, c'est aussi le respect démocratique de pouvoir respecter ce vote. Maintenant, la question est quels sont ces sujets sur lesquels on va pouvoir envoyer des réponses par rapport aux questions qui ont été formulées aux élections européennes, telles la sécurité, la migration, mais aussi l'environnement, mais aussi l'agriculture, mais aussi le soutien à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit être beaucoup plus pragmatique et on doit adresser de façon très ciblée les questions que les citoyens ont posées. Certains craignent une commission qu'on appellerait commission Pénélope, du nom de l'épouse d'Ulysse, qui défaisait la nuit son travail de tissage de la journée. C'est-à-dire que le jour, la commission va tisser des textes pour une industrie propre avec donc votre parti, le PPE et le centre. Et puis la nuit, elle risque de détricoter toutes les avancées du pacte vert. On l'a vu sur la loi contre la déforestation, en votant cette fois-ci avec la droite plus extrême. Mais je pense qu'en Europe, nous sommes très forts à adresser des critiques sans avoir vu encore des actions. Et je pense quand même qu'il faut laisser la chance à cette commission, au moins pour ses ambitions qu'elle affiche des 100 premiers jours. N'oublions pas ce qui a été annoncé le 27 novembre, c'est que la première initiative de la commission, ça sera de la compétitivité. Qu'est-ce qu'il n'y est pas ? Est-ce qu'il y a un problème majeur qu'est l'Europe de combler l'écart de l'innovation et de se positionner par un monde, ainsi soutenir nos entreprises ? C'est dedans.
Qu'est-ce qui n'est pas? La décarbonisation est liée, l'Europe est très forte, elle va continuer dans cette voie. La question est de trouver vraiment l'équilibre entre préserver des emplois, créer des emplois, préserver des secteurs, encourager de nouveaux secteurs. De même, la question de la sécurité, les 100 premiers jours, la question affirme son ambition de sortir un livre blanc sur la défense. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe a besoin d'investir massivement en défense pour pouvoir ne pas compter sur d'autres pour assurer sa propre sécurité. Donc, je pense qu'il faut donner la chance à cette Commission européenne de pouvoir véritablement sortir les premières initiatives, d'en débattre et d'en trouver des textes qui soient équilibrés, mais surtout des textes qui servent tous les Européens. Alors parlons d'un sujet qui fait débat au Parlement, mais dans toutes les institutions, effectivement, générant d'ailleurs une mobilisation du monde agricole en France et en Pologne. Hormis ces deux pays, l'Autriche, la Belgique ou les Pays-Bas s'inquiètent également des conséquences possibles d'un accord entre l'UE et le Mercosur, donc l'Amérique latine. Est-ce qu'au Parti populaire européen, on estime que cet accord va passer et qu'il est souhaitable? Moi, je pense que nous ne pouvons pas ignorer les demandes et les préoccupations de nos agriculteurs. L'Europe est une puissance agricole exportatrice. Pour nous, l'agriculture est un secteur clé. Donc aujourd'hui, je ne pense pas la question, c'est de s'opposer à tout traité de commerce et de libre-échange parce que l'Europe doit se positionner. Si nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de perdre de nouveaux marchés, de pouvoir négocier. Mais ceci doit se faire sur la base de la réciprocité, sur la base de la protection des intérêts des Européens, c'est les agriculteurs, mais c'est aussi nos ambitions par rapport à l'environnement. Donc aujourd'hui, je pense que les préoccupations doivent être entendues et doivent être reflétées dans la version finale de l'accord, qui en soi est une bonne chose. Alors, partons en direction de la Roumanie, un pays voisin du vôtre, Maria Gabriel, où il y a eu une grosse surprise. Le candidat d'extrême droite pro-russe, Călin Georgescu, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, Maria Gabriel, je rappelle que vous étiez commissaire en charge de la désinformation. Est-ce que le réseau chinois TikTok, relayé par les robots russes, pour vous, a eu un impact déterminant dans cette élection et dans d'autres peut-être aussi ? Il faut commencer en disant qu'aucun État européen n'est à l'abri de ce qui vient de se passer en Roumanie. Ensuite, se pencher sur la question du rôle des plateformes numériques, c'est une question à laquelle l'Union européenne travaille maintenant depuis des années. Et tout ce débat aujourd'hui sur interdire ou pas me rappelle le débat par rapport aux fake news et la désinformation que j'ai commencé en effet quand j'étais commissaire au numérique. Je pense qu'il faut faire très, très attention parce que je me rappelle à cette époque-là combien c'était très facile d'instrumentaliser tous les arguments qui sont liés à la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information. Ce sont des principes fondamentaux que nous devons préserver. Mais il faut se rendre aussi compte qu'aujourd'hui, ces plateformes numériques ont acquis un pouvoir à l'intersection entre la vie politique et la vie numérique. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait trop simpliste d'interdire, d'autant plus qu'il faut des preuves, qu'il faut des évidences. Je pense en revanche que c'est beaucoup plus intelligent de s'attaquer à des problèmes, avoir des preuves et à ce moment prendre des mesures. N'oublions pas que TikTok a déjà été pénalisé. Au moment où l'Union européenne a adopté l'acte des services numériques, nous avons des règles qui sont très claires. Et cela a abouti à ce que TikTok ne lance pas, par exemple, son programme TikTok Lite en France, en Espagne, justement parce qu'il y a eu non-conformité par rapport à ces règles. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre préserver la liberté d'expression, le droit à l'accès à l'information, parce que les réseaux sociaux sont un moyen d'engager la conversation, le dialogue avec les citoyens. Il y a des opinions qui s'expriment. Ça n'est une autre de faire clairement la distinction de la lutte contre la désinformation, d'avoir de la responsabilité par rapport au contenu, d'avoir de la transparence algorithmique et aussi d'avoir à chaque fois des rapports d'impact systémique. Donc je pense que nous avons suffisamment d'éléments par rapport à l'acte de service numérique qui nous permet à ce moment-là d'établir clairement des faits et d'agir uniquement sur la base de ces faits. C'est ainsi qu'on va aussi convaincre les citoyens simples qui utilisent ces plateformes pour leurs besoins personnels. Nos actions sont des actions qui visent à protéger
la démocratie, la vie démocratique, le dialogue, le débat. En attendant, donc, Monsieur Georgescu, ce candidat pro-russe d'extrême droite a déjà fustigé à plusieurs reprises l'OTAN, l'Alliance Atlantique. La Roumanie est membre de cette organisation et dépense d'ailleurs 3% de son PIB pour la défense. Est-ce qu'elle est susceptible de se retirer? Je crois en la capacité des Roumains de défendre leur adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, parce que ce sont des choix qui sont réfléchis, ce sont à la limite des choix civilisationnels. Donc aujourd'hui, c'est adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, c'est partager des valeurs, c'est avoir des capacités communes de résistance, c'est aussi moderniser ensemble. Donc je crois que ici la question est d'avoir suffisamment de masse critique, de personnes qui se mobilisent derrière ces principes pour pouvoir contrer des tentatives d'imposer une réalité différente. Et je pense que ça, c'est tout l'enjeu et nous devons le défendre à tout prix. Alors quand on parle d'influence russe, on pense aussi à votre pays, la Bulgarie. Maria Gabriel, après 7 scrutins législatifs, 5 premiers ministres en moins de 4 ans, 2 tiers des Bulgares jugent la situation extrêmement préoccupante. Et votre président, Rumen Radev, lui est bien installé. Et peut-être d'ailleurs qu'on lui prête des sentiments pro-russes. Qu'en est-il? Aujourd'hui, toute l'Union européenne doit regarder plus attentivement ce qui se passe en Bulgarie. La Bulgarie a une position géostratégique extrêmement importante. N'oublions pas que le pays est la croisée des chemins entre la Turquie, l'Asie centrale. On peut aller plus loin et voir ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Donc il y a un véritable enjeu dans cette région-là. Et évidemment que cette région a fondamentalement changé depuis l'agression russe contre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous voyons que c'est un nouveau champ de bataille, à la fois pour la propagande russe, pour des attaques hybrides, d'où l'appel véritablement pour l'Union européenne d'avoir une stratégie par rapport à la région de la mer Noire. N'oublions pas la crise avec le blé, la nourriture, n'oublions pas l'énergie, n'oublions pas la collectivité, les axes nord-sud. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Bulgarie est extrêmement important. En Bulgarie, vous aviez essayé de stabiliser ce gouvernement avec un accord de coalition entre votre parti de droite, donc le GERB, et le Parti libéral pro-européen, Nous continuons le changement Bulgarie démocratique, pour partager le poste de Premier ministre 9 mois, 9 mois. Alors, ils ont fait leurs 9 mois et puis ça a volé en éclats au moment où vous deviez devenir première ministre, j'ai envie de dire, avec des nouvelles élections en octobre où le GERB de Boyko Borisov est arrivé aussi en tête, mais dans les mêmes proportions. Est-ce que ça valait le coup? Je voudrais quand même préciser que les élections d'octobre étaient les deuxièmes après des élections de mois de juin. Oui. Donc, quand même, il y a 2 élections qui sont passées depuis. Mais ça montre, encore une fois, combien c'est important d'avoir à ce moment dans le pays des responsables politiques qui tiennent parole et d'avoir aussi des responsables politiques qui aient un minimum de culture, de dialogue, de compromis et de respect envers l'un de l'autre. Parce que quand ces forces pro-européennes, pro-l'OTAN ne s'entendent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la force de travailler ensemble, évidemment que cette brèche est utilisée parfaitement par toutes ces forces pro-russes ou tout simplement anti-système qui permettent à ce qu'aujourd'hui le pays se retrouve immobilisé. Pas de gouvernement, pas de plan de relance, tout un tas de projets comme la zone euro doivent avancer beaucoup plus rapidement. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin de gens responsables, des gens qui se rendent compte que chaque jour qui passe, le monde bouge et la Bulgarie doit aussi avoir un gouvernement stable pour lequel c'est important de travailler ensemble avec la nouvelle commission pour pouvoir faire évoluer et développer le pays. Sinon, on laisse la place à toutes sortes d'attaques hybrides et de discours populistes qui n'amènent à rien. Alors parlons d'un autre pays que vous connaissez bien et qui a du mal à avoir un gouvernement stable, la France en l'occurrence, qui explose les déficits autorisés et sera sans doute sanctionné par Bruxelles. Et puis on n'est pas sûr non plus que le gouvernement Barnier tienne jusqu'à Noël. Est-ce que l'affaiblissement de la France est malvenu dans cette Europe? Je pense que l'Union européenne a toujours eu et a toujours besoin d'une France qui soit stable, qui soit solide, parce que ce n'est pas un hasard si on considère la France comme l'un des moteurs de l'Union européenne.
Donc j'espère véritablement que ce moment difficile sera traversé avec plus de sagesse. Et encore une fois, je pense que les mêmes arguments sont valides au moment où le monde est extrêmement instable, au moment où tous nos repères de l'ancien monde sont en train plus ou moins de s'effondrer. Nous faisons face à des défis qui sont des défis de tous les jours. Nous devons véritablement faire preuve de responsabilité. Et pour moi, en France comme en Bulgarie, la responsabilité à ce moment-là, c'est de outrepasser ces petits calculs politiciens ou strictement liés à des élections pour pouvoir gouverner pour le bien des citoyens et pour le bien d'une Europe qui nous aidera à nous protéger dans ce monde ô combien instable et dynamique. Donald Trump, qui va s'installer à la Maison-Blanche en janvier, recherche un accord pour terminer la guerre en Ukraine avant son entrée en fonction. On a vu circuler des plans pour convaincre Kiev d'abandonner une partie de son territoire et peut-être même l'interdiction d'adhérer à l'OTAN. Les Européens semblent être dans l'attentisme. Moi, je ne pense pas que l'Union européenne est dans l'attentisme, mais l'Union européenne doit faire très attention d'abord de rester unie, parce que contrairement à tout ce qui était attendu, l'Union européenne a su rester unie avec tous les paquets de sanctions, le soutien à l'Ukraine. Défendre la sécurité de l'Ukraine, c'est défendre notre propre sécurité. Ensuite, l'Union européenne, de par justement le rôle qu'il a joué depuis le début de la guerre russe en Ukraine, doit être à la table. Mais au-delà de tout, je pense que le point de départ doit être très clair. Une paix en Ukraine, avec l'Ukraine et pour l'Ukraine, on ne peut pas faire une impasse. Donc je pense que l'Union européenne a une position qui lui permet de jouer. Maintenant, l'enjeu reste, encore une fois, je le dis, de rester unis. Donc il faut éviter des erreurs comme passer des appels entre différents pays ou avoir des réunions sans prendre en considération les autres. Je vois que ça commence petit à petit à faire son chemin, mais aussi avoir une ligne très claire. Quelle est la position que nous défendons pour le futur? Merci Marie-Gabrielle d'avoir été notre invitée aujourd'hui. À suivre tout de suite un débat au Parlement européen sur la question du trafic de drogue en Europe et de la lutte contre ces drogues. C'est tout de suite le débat. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour évoquer la question du trafic de drogue qui inonde l'Europe avec ce chiffre. 22 millions d'Européens, soit environ 8% des adultes, ont consommé en 2024 du cannabis, 4 millions de la cocaïne et 3 millions de l'ecstasy. Et ces chiffres sont amenés à augmenter. Je vous propose d'écouter le chef de la lutte antidrogue d'Europol. C'était en juin dernier, après la saisie de plus de 8 tonnes de cocaïne dans un port espagnol. Nous savons que la production mondiale de cocaïne monte en flèche en Amérique latine, principalement en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Il s'agit d'une tendance lourde. De même, les saisies de cocaïne en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et dans d'autres ports secondaires n'ont jamais été aussi importantes. Alors, le trafic de drogue génère des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Les États membres détiennent la compétence sur ce sujet de la drogue. Certains ont légalisé le cannabis dans l'espoir d'assécher ce marché illégal juteux. Le Luxembourg, Malte, l'Allemagne depuis 2024. Donc, quel impact sur le narcotrafic alors qu'on constate que la violence des gangs a augmenté considérablement ces dernières années? Pour en débattre aujourd'hui, 2 eurodéputés. Mathieu Vallée, bonjour. Bonjour, eurodéputé français, ancien commissaire de police qui a rejoint lors des dernières élections européennes, donc le Rassemblement national en France, membre donc du groupe Les Patriotes pour l'Europe ici au Parlement européen. Vous êtes face aujourd'hui à Daniel Freund, bonjour, eurodéputé allemand du groupe des Verts. On rappelait donc que l'Allemagne vient de choisir la légalisation du cannabis. Daniel Freund, est-ce que, comme le craint le président de l'Agence européenne sur les drogues, on pourrait voir se former à l'avenir en Europe des narco-États gangrénés par le trafic de drogue? On espère tous que non, et on fait tout pour éviter ça. Et je pense,
pour éviter justement d'avoir des narcos-États, cette montée de violence et de la criminalité organisée. Il faut d'un part les drogues qui ne sont pas dangereuses, comme le cannabis, les légaliser, les retirer de cette industrie en fait, de la drogue, mais en même temps une beaucoup meilleure coopération en Europe pour lutter contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, mais de vraies drogues. Là, il faut y aller à fond avec l'état de droit, mais aussi avec les moyens à l'échelle européenne. On ne va pas y faire face avec 27 polices nationales ou même encore plus au niveau local. Ça, on ne va pas vraiment y arriver. En 2022, on disait Europol a démantelé un super cartel qui détenait un tiers du marché de la cocaïne en Europe. La lutte contre le trafic de drogue reste une compétence nationale et les réseaux de narcotrafiquants, on vient de le dire, vont au-delà des frontières de l'État. Donc du coup, vous êtes un parti qui est pour des approches nationales, mais on voit bien que là, on est obligé de traiter au niveau européen, non ? Vous savez, on est un parti responsable et pragmatique. On ne fait pas du dogme, on va dans l'intérêt des Français. Vous savez qu'aujourd'hui, Europol propose des équipes communes d'enquête. C'est des équipes d'enquêteurs de différents pays qui instruisent des dossiers sur l'autorité de magistrats, notamment sur la prostitution, sur le trafic des êtres humains, sur les trafics de stupéfiants. Et nous, c'est ça qu'on veut renforcer. L'extrême gauche que représente mon collègue allemand ici présent. Je ne suis pas l'extrême gauche. En tout cas, vous faites partie d'Alliance qui est contre l'augmentation des pouvoirs de l'agence Europol. Je vous donne un exemple. Depuis 2011, on a accord de Prüm 2 qui doit se concrétiser par des partages de registres de police, des partages d'informations, des partages d'empreintes génétiques et digitales, par une coopération plus forte que permettrait Europol aux agences de police nationales. Comme quoi, vous voyez, on est pour une coopération qui marche et pas une substitution qui ne marcherait pas. Et puis légaliser, pardon de le dire, cher monsieur, mais légaliser, c'est donner la clé de nos démocraties à ces cartels, à ces mafias. Moi, je suis désolé, mais vous regardez l'Italie, vous regardez les Pays-Bas, vous regardez ces pays qui ont eu la lâcheté de donner les clés aux cartels. Est-ce que demain, monsieur, vous voulez que les juges soient menacés, exécutés, que les gouvernements soient sur le couteau sous la gorge de narcotrafiquants? On va débattre de la légalisation, mais je voudrais qu'on parle des moyens mis en œuvre par l'Union européenne, Daniel Freund. Est-ce que l'Europe, actuellement, en fait assez pour lutter contre le narcotrafic? Et est-ce que vous êtes pour une hausse des moyens de l'Union européenne et par exemple d'Europol sur ce sujet? Oui. Donc, premièrement, moi, je préfère en fait une police européenne plutôt qu'une coopération des polices nationales, parce que le crime européen, et on voit bien qu'à la fois la mafia, le terrorisme, mais aussi évidemment tout ce qui est autour de la drogue, les narcotrafiquants, c'est un phénomène au moins européen. C'est pas dans un seul État, ça traverse les frontières évidemment très facilement. Donc si on veut y faire face, il faut une police européenne avec des vraies compétences, parce qu'on voit qu'à chaque fois en fait, qu'il y a coopération, il y a de l'information qui se perd, c'est pas bien fourni aux autres polices. Si déjà il y a une enquête dans un État membre, de travailler avec la police dans les autres États membres, il y a toujours des problèmes de coopération. Donc plutôt une police européenne qui fait face à ce phénomène, plutôt que d'une multitude de petites polices mal équipées, mal financées au niveau national. Mais ne mettons pas, chers collègues, la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on a des juges européens qui nous mettent à genoux face aux narcotrafiquants. Quand vous avez des jurisprudences qui obligent, par exemple, l'administration pénitentiaire, ceux qui gardent les détenus brillamment interpellés par les services de police et gendarmerie, que moi je salue, et dans lesquels on interdit les fouilles systématiques après les parloirs, donc on sait que c'est des véritables incubateurs d'objets prohibés, les portables, le stupéfiant, des armes blanches. Quand vous avez des juges européens qui interdisent aux policiers de faire de la géolocalisation en temps réel, ou même des factures détaillées qui permettent d'établir des ramifications entre les réseaux criminels. Vous êtes contre le parquet européen, vous ne trouvez pas que c'est une avancée? Madame, on n'a pas les mêmes législations. On ne sait déjà pas se mettre d'accord sur armer nos policiers plutôt que désarmer les voyous, mais pas du tout. Pour le terrorisme, monsieur, je suis un pays qui, le 13 novembre 2015, a été 131 de nos compatriotes assassinés par des terroristes islamistes. Vous savez que les législations belges et françaises, par exemple, ne sont pas du tout pareilles et on doit les interpellations à la réussite uniquement qu'à la bonne volonté des policiers. Commençons déjà par réarmer nos policiers plutôt que de vouloir avoir des grandes idées. Chez nous, on a toujours des grandes idées, mais on a des petits faits mis en application. On vous propose un parquet européen et
parquet européen ne servira à renforcé. rien, on n'a pas les mêmes législations. Et même, j'ai envie de dire, l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie qui devient l'agence européenne sur les drogues, et on peut peut-être penser que ça va... Je passe la parole non, en mais face. vous parlez du parquet européen, mais vous savez que, par exemple, avant de faire un parquet européen, vous savez que l'Europe nous oblige de débrancher les caméras de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue des policiers et des gendarmes pour les personnes qui font l'objet d'une procédure judiciaire, ce qui enlève des policiers sur la République et donc de lutter contre les narcotrafiquants et les points de deal en France. Daniel Freund, pardon, je suis concret, ancien policier, je parle en tout cas de ce qui impacte au quotidien nos compatriotes. Et justement, la réponse de Daniel Freund, vous disiez il faut mener cette guerre contre les narcotrafiquants dans le cadre de l'état de droit. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi peut-être faire évoluer cet état de droit au niveau européen pour être plus efficace? Si c'est à démanteler les droits fondamentaux, évidemment que non. Mais il faut avoir un état de droit qui fonctionne, où les procédures ne sont pas dans les cours pendant des années, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas dédié suffisamment de moyens, on n'a pas bien équipé la police, on n'a pas bien équipé les cours pour faire leur travail. Mais il faut cette coopération européenne. Il n'y a aucune chance pour aucun État membre... J'ai dit que j'étais pour la coopération européenne. Vous êtes pour une police européenne, c'est pas pareil. Après, vous bloquez toute forme de coopération, de financement de cette coopération, et vous bloquez aussi toute réponse européenne, parce que pour démanteler ces mafias, il s'agit aussi d'aller vers leurs fonds et de faire en sorte que le blanchiment d'argent, par exemple en Europe, est bien adressé. Ça se fait qu'au niveau européen, parce qu'on a un marché unique, on a des banques uniques dans l'Union européenne, sauf que vous bloquez toute législation qui nous permet de lutter contre ce blanchissement d'argent. Répéter un mensonge, ça ne fait pas une vérité. Pardon, mais par où rentre la drogue, chers collègues? Attendez, c'est important, par où rentre la drogue? Par les ports. Par les frontières, pas uniquement par les ports, par les aéroports, par les gares maritimes. Surtout par les ports. On sait bien que c'est Anvers, Rotterdam, Algeciras, Marseille. Il y a aussi les go-fast. Pardon, mais je défends les intérêts de mon pays, de la France. Je suis très patriote et je suis fier de l'être. Frontex, monsieur, vous faites partie d'une coalition, pardon, que ce soit les Verts, que ce soit les socialistes, que ce soit The Left, l'extrême gauche, qui veulent faire de Frontex une agence d'accueil pour migrants et finalement complice des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Là, on est sur un autre tout à fait sujet. On est sur la même chose. Vous avez des filières criminelles qui viennent de l'étranger et qui acheminent par des go-fast, par les ports, je pense au Havre, je pense aussi à Anvers, de la matière stupéfiante, notamment de la cocaïne. Donc nous, on est pour faire de Frontex mais nous, on n'est pas pour mélanger le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue. Voilà, c'est deux sujets quand même différents. Non, c'est criminel. Dans le droit français, c'est exactement la même relation avec le terrorisme. Donc, si vous voulez parler d'un sujet, soyons précis. Et donc, je suis très précise. Pardon d'être un professionnel du métier que j'ai exercé et qui, me semble, n'a pas été le vôtre. Vous avez commencé à parler de... Je dis simplement que Frontex doit protéger nos frontières qui, aujourd'hui, sont des passoires, les protéger contre les passeurs qui font de nos mers des cimetières à migrants. Il faut protéger la drogue qui arrive par les ports. Non, il fait partie d'une coalition qui veut faire de Frontex une agence... On parle de la drogue. Pour le renforcement de Frontex. Il a voté pour le renforcement de Frontex. Vous aussi, il y a un enjeu aussi avec les pays producteurs. Daniel Freund, est-ce que l'Union européenne coopère assez avec les pays producteurs, avec les gouvernements de ces pays, notamment en Amérique du Sud, pour lutter à la racine du mal? Bon, la racine du mal, ce n'est pas seulement dans les pays producteurs, c'est aussi, il faut quand même aussi faire de la prévention de drogue, de la bonne éducation dans nos écoles pour qu'il n'y ait pas de consommation, mais aussi qu'il n'y a pas de recrutement des mafias qui recrutent des jeunes, parfois même des enfants, qui leur aident dans leur business. Dans tous ces domaines, évidemment, il faut faire de la prévention et une coopération avec les pays producteurs, évidemment, pour lutter contre tout ça. Alors, on a commencé à parler effectivement de légalisation du cannabis au 1er avril en Allemagne. Écoutons les arguments tout de suite du ministre de la Santé allemand en février dernier. Aujourd'hui, nous adoptons une loi très importante qui modifie fondamentalement notre politique de contrôle du cannabis. Nous poursuivons deux objectifs. Le premier est de lutter contre le marché noir. Le second objectif est d'améliorer la protection des enfants et des jeunes. Daniel Freund, quelles sont vos attentes avec cette légalisation du cannabis en Allemagne? Et est-ce que ça a déjà porté ses fruits concrètement en Allemagne? Bon, c'est tout juste que ça arrive d'entrer en vigueur. On a les premiers clubs d'agriculteurs cannabis, si vous voulez, maintenant, qui sont en train de se lancer. Donc on est tout au début. Déjà, la légalisation dans le terme que la police ne poursuit plus ces anciennes lois, ça c'est déjà là et c'est bien qu'on occupe
pas nos commissaires, nos institutions avec une drogue qui est beaucoup moins dangereuse que l'alcool, que la cigarette. On voit très clairement, toutes les études nous montrent, voilà, c'est moins dangereux que les deux autres. Les deux autres, on permet aux gens de consommer. Donc, pourquoi pas pour le cannabis? Moi, je suis très pour la légalisation. Donc, c'est bien maintenant que ça arrive. Il faut regarder de très près comment ça marche. Et ce qu'on a vu aussi dans les Pays-Bas, dans d'autres pays, c'est que décriminalisation, mais pas de permettre aussi de faire l'agriculture du cannabis, ça amène la violence et plein de problèmes derrière. Parce qu'on continue à se fournir avec les réseaux illégaux, en fait, voilà, aux Pays-Bas. Alors, regardons cette carte réalisée par nos confrères du site d'information Toute l'Europe, qui est très parlante. Il y a légalisation de la consommation de cannabis dans 3 pays et dépénalisation dans 8 autres. Et alors, Mathieu Vallée, on va évoquer aussi le cas du Canada qui a légalisé cette consommation et la production de cannabis en 2018. 6 ans plus tard, le marché noir ne représente plus que 30% des ventes de cannabis. Ça fait quand même baisser le trafic et les narcotrafiquants. Non, mais comparaison n'est pas raison. On n'a pas la même histoire, le même fonctionnement que le Canada. Moi, je remarque que dans les pays où ça légalise, d'abord, vous prenez le tabac, ça n'empêche pas le trafic de contrebande de cigarettes. J'ai travaillé à Barbès, dans le 18e arrondissement à Paris. Je peux vous dire que c'est un fléau. Pareil à Marseille, pareil à Lille, pareil à Lyon. On a de la criminalité qui est toujours aussi forte. Non, ça baisse pas, madame. Quand vous habitez, vous habitez peut-être pas dans ces quartiers. Moi, j'y ai habité. Moi, les 30%, ça me parle pas, les chiffres. Par contre, les gens qui, tous les jours en bas, voient des trafiquants de drogue, qui resteront malgré l'agression. Vous croyez que des gens aujourd'hui qui payent pas d'impôts, qui payent pas d'URSSAF, c'est ce qui permet aujourd'hui de recouvrir notamment les cotisations sociales, qui n'ont pas les mêmes règles environnementales et sociétales que des entreprises qu'on légaliserait, vous croyez qu'ils vont se mettre au goût de la page de l'État et des institutions sociales pour pouvoir avoir des obligations aujourd'hui qu'ils n'ont pas et faire baisser leurs profits? En tout cas, ça coupe l'herbe sous le pied. Le but, c'est de couper l'herbe sous le pied. Je ne sais pas si vous êtes favorable ou pas. Je vous donne en tout cas ma position. Ça coupe pas l'herbe sous le pied. Je vous dis simplement que dans les pays, vous ne le dites pas, où il y a eu légalisation, vous avez les narcotrafiquants, les cartels, les mafias, comme au Brésil par exemple ou comme en Colombie, qui mettent le couteau sous la gorge à nos gouvernants, qui mettent des contrats exécutés sur des magistrats et des hauts fonctionnaires de police. Donc pour une réussite, pardon, mais quand il y a des morts, j'ai pas l'impression que c'est une grande réussite. Oui, parce que c'est vrai que votre parti veut en plus de courtes peines de prison pour les consommateurs de drogue. Est-ce que c'est pas prendre le problème à l'envers? C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée que les consommateurs de drogue sont des criminels. Je vais très vite. Vous prenez le Canada qui n'est pas dans l'Europe. Moi, je vais prendre les pays nordiques comme la Norvège, le Danemark ou la Suède. Vous avez ces pays qui font des courtes peines. Vous savez que la réponse pénale, elle est des 3/4 satisfaisante parce qu'au lieu de promettre aux gens en prison, ça va les empêcher de oui, mettre les gens en prison, ça permet aux gens qui payent des impôts et qui sont réglo avec la loi de pouvoir vivre paisiblement. C'est peut-être pas votre cas parce que vous n'êtes peut-être pas dans des quartiers où la délinquance sévit. Moi, en tout cas, quand j'avais un dealer en bas de chez moi et un consommateur en moins, ça me donnait de l'air en plus. Et j'avais pas l'impression de payer des impôts pour rien. Et pardon, monsieur, mais vous le dites pas. Quel est le premier producteur au monde du cannabis dans le monde? Le Maroc. Voilà, c'est le Maroc. Eh ben, je ne sais pas pourquoi vous ne le proposez pas, mais nous, non seulement on veut que la France, aussi l'Union européenne, dit au roi du Maroc qu'il garde sa production de cannabis légale dans son pays. Ça, c'était la question de la coopération. Que ses consommateurs soient des zombies, tant mieux. Mais vous en parlez pas. Moi, je veux protéger les jeunes de cette consommation qui détruit leur cerveau, qui détruit leur relation sociale. La réponse de Daniel Freud, car la position est plutôt inverse en France avec le gouvernement français qui, lui, veut davantage pénaliser le consommateur en disant chaque joint a le goût du sang. Est-ce qu'il faut aussi responsabiliser le consommateur? Oui, et moi je ne comprends pas la logique si on permet aux gens de boire de l'alcool, de fumer des cigarettes, de ne pas leur permettre de fumer ou de consommer le cannabis, parce que c'est moins dangereux. Après, on est des adultes responsables, et moi je pense qu'il faut après créer et forcer un marché légal qui paye les impôts, qui est sûr et qui respecte les règles phytosanitaires. Et peut-être considérer aussi que le consommateur a un problème d'addiction et que c'est un problème de santé publique. Oui, mais on voit, l'addiction au cannabis, ça existe. Non, mais pour les autres drogues, si on pense à l'héroïne et la cocaïne, est-ce que justement on a eu des grandes politiques de santé publique pour le Covid, etc. Est-ce qu'on peut mettre ce problème de santé publique qui est l'addiction à d'autres drogues au centre du jeu européen? Moi, je pense que c'est à traiter plutôt comme une maladie que de la criminalisation. On a vu dans tous les pays où on fait la guerre à la drogue, ça ne marche pas.
tant que les gens veulent consommer, ils vont consommer. Donc plutôt consommer légalement, contrôlé par le gouvernement, que de laisser ça aux mafias. Et donc quelle lâcheté face aux mafias qui veulent mettre sous omerta nos démocraties. Mais Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui est de la coalition de monsieur, si on essaie de mettre tout le monde en prison qui boit de l'alcool, elle a mis des salles de shoot en place qui n'ont absolument pas fonctionné. La délinquance n'a pas baissé, la consommation non plus. Alors, et c'est la brillante réussite des Verts et de sa coalition à Paris. Merci à tous les deux d'avoir débattu de ce grave problème du trafic de drogue. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Restez bien sûr sur nos antennes où l'actualité continue.